Bonjour, mon nom est Isabelle et dans cette vidéo, je parle du roman historique Les Descartiers par Micheline Lachance, une auteure québécoise qui a une maîtrise en histoire. Elle est malheureusement décédée en 2022 à l'âge de 78 ans. J'ai lu la version numérique parue en 2013 audition Québec-Amérique. C'est grâce à la chaîne de Monique Pelletier que j'ai fait cette découverte. Je vais vous laisser le lien dans la description. Pour écrire ce roman, l'auteure a fait plusieurs recherches. Elle a lu la correspondance du père et du frère religieux de Les Descartiers, elle a fouillé les écrits de son frère journaliste, regardé les confidences des amis de son mari, elle a même lu les journaux intimes de ses filles. À la demande de Les Descartiers, ces correspondances ont été détruites. Donc l'auteur a été obligé de se laisser quelques libertés pour tout ce qui touche à ses émotions. L'histoire est narrée par une des filles de Les Descartiers, mais puisque celle-ci n'a pas été à tous les événements, elle dit qu'elle laisse la parole à sa mère, son père, sa sœur et même la maîtresse de son père. Donc parfois on est dans la tête de ces personnes. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi l'auteur n'a pas simplement opté pour un narrateur omniscient. On va suivre la vie de Georges-Étienne Cartier, l'un des pères fondateurs de la Confédération canadienne, et Hortense Fabre, son épouse, qui va obtenir le titre de Lady Cartier. On va assister à la dégradation de leur mariage en passant par des événements historiques comme la campagne électorale à la mairie de Montréal de 1854, une épidémie de choléra, l'inauguration du pont Victoria et plusieurs événements qui vont mener à l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Pour vous mettre dans le contexte, Georges-Étienne Cartier avait participé à la révolte des Patriotes au début du 19e siècle. À son retour d'exil, le père d'Hortense, Édouard Raymond Fabre, lui a prêté une grosse somme d'argent. Il lui a aussi aidé à trouver une vingtaine de causes pour qu'il puisse ouvrir son cabinet d'avocat. Les Fabre étaient une famille prestigieuse de Montréal. C'est probablement pour cette raison que Cartier, qui est un homme très ambitieux, a épousé Hortense. Il y avait quand même une grande différence d'âge entre les deux. À leur mariage, lui avait 32 ans et elle presque 18. Le récit va débuter quelques années plus tard. Cartier a fait un 180 degrés pour ses idées politiques. Non seulement il a troqué son allégeance pour la France contre celle de la couronne britannique, mais il est allé jusqu'à enlever le S de son prénom Georges pour que ça sonne plus à l'anglaise. Il siégeait maintenant comme député conservateur dit les Bleus au Parlement du Canada uni. À l'opposé, Hortense partageait les convictions de son père. Donc, elle était restée fidèle aux idées des patriotes, elle était du côté des libéraux, dits les Rouges, qui étaient contre un Canada uni et prêchait l'annexion avec les États-Unis. Cette divergence politique était un des problèmes du couple. Mais qu'est-ce qui a mis en péril leur mariage? C'est plutôt les infidélités de Cartier et son sale caractère. Quand il avait tort, il virait la situation contre elle ou faisait du chantage émotif. Il n'admettait jamais ses erreurs et il y avait une assurance démesurée même quand il se trompait. Quand Hortense lui pointait ses contradictions et qu'il était en manque d'arguments, il faisait juste la dénigrer en disant qu'elle connaissait rien à la politique, qu'elle était trop jeune, mais pourtant Hortense, elle n'était pas une imbécile. Elle avait eu une bonne éducation, elle parlait français, anglais, elle tirait ses arguments des journaux et de sa famille qui était très à l'aise côté politique. Donc ses arguments étaient solides. Après toutes les infidélités de Cartier, son choix de maîtresse s'est porté sur nul autre que la cousine d'Hortense, qui était sa meilleure amie. Donc c'était une double trahison. Toute la honte revenait à Hortense parce que selon les bien-pensants de la société, toute la faute incombait à la femme trompée parce qu'elle n'avait pas réussi à retenir son mari. Et vous allez être surpris, mais les femmes et les hommes n'étaient pas traités de la même façon au 19e siècle. Devant les tribunaux, une accusation d'adultère pouvait être recevable seulement si elle était portée par le mari. L'homme, lui, on le croyait. La femme, il fallait que l'adultère soit constaté.
Donc, c'est seulement après que l'adultère soit constaté que la femme pouvait quitter son mari. Ici, l'adultère était constaté, mais personne n'agissait et même la mère d'Hortense était contre une séparation. Le seul pouvoir qu'Hortense avait, c'était de mépriser la maîtresse et lui donner des surnoms. Cartier la jugeait méchante pour ce comportement. C'était lui qui la trompait, mais c'était elle la méchante. Il disait que sa réaction était hystérique. Lui qui changeait d'humeur, qui pouvait passer du rire à la colère en 1 seconde, c'était lui qui disait qu'il était hystérique. Naturellement, il ne demandait pas le divorce parce que ça pourrait nuire à sa carrière politique. Parce qu'il ne faisait pas de sacrifice, tout lui était dû, c'était une personne extrêmement égocentrique. Quand il a décidé d'aller vivre avec sa maîtresse, il menait une vie à grand train, tandis qu'il était radin avec ses filles et Hortense. Il demandait les factures à Hortense pour rembourser les dépenses que lui autorisait. Même après sa mort, Cartier continuait à causer du tort à Hortense et ses filles, même après que Hortense ait été très bonne pour lui. Attention, je vais donner des exemples de contradictions de Cartier, des exemples aussi sur le fait qu'il voulait devenir anglais en méprisant les francophones et des exemples de corruption. Donc, si vous trouvez que c'est trop divulgateur, vous pouvez regarder dans la barre de temps, je vais mettre un marqueur pour sauter le passage de divulgateur. Comme je disais, Cartier était un homme plein de contradictions. Quand une de ses idées ne fonctionnait pas, il retournait sa veste et défendait son contraire. Par exemple, il était en faveur de parlement dans le Bas-Canada et quand que la reine a décidé que ça allait être dans le Haut-Canada, il était tout content et il vantait que c'était un bon choix. Il est même jusqu'à aller dire que les Canadiens français y gagneraient pour les affaires. Ensuite, au début, il était contre la représentation proportionnelle parce que ça allait débalancer le pouvoir entre les deux provinces. Puis, surprise, il était maintenant en faveur, même si ça mettait la minorité francophone à la merci de la majorité anglophone du Haut-Canada. Cartier était décrit comme une personne arrogante, prétentieuse et grossière. Il aurait aimé être anglais, sûrement parce qu'il voulait être du côté des gagnants. Par exemple, il a osé vanter les bienfaits de la conquête anglaise qui aurait sauvé les Canadiens de la honteuse Révolution française. Donc lui, il préférait la monarchie à la démocratie. Un autre exemple, il parlait en anglais à son cocher et son majordome, qui étaient tous deux francophones. Il avait aussi pris la tendance de parler à ses filles en anglais. Un dernier exemple, dans un banquet, le maire de Montréal, M. Baudry, lui a porté un toast et lui, il s'est levé et lui a répondu en anglais. Malgré que la foule scandait « en français », il continuait, lui, en anglais. Il est même jusqu'à aller dire que les deux Canada devaient leur prospérité grâce à l'esprit d'entreprise de la race anglaise. C'était assez méprisant pour les francophones. Cartier mentait et il grossissait les choses pour qu'elles soient à son avantage. Donc, pas étonnant qu'il soit corrompu. Dans les élections, il trichait en achetant des votes et il s'arrangeait pour que les gens qui votent libéral soient intimidés. Toutes les nominations pour les postes à la fonction publique passaient par son bureau. Donc, il y avait du favoritisme pour les conservateurs. Pas étonnant qu'il était contre le vote secret. Il a versé des fonds publics à une compagnie de chemin de fer pour laquelle il travaillait, et cela sans le consentement des élus. Mon appréciation. J'ai été un peu déçue que plusieurs événements historiques soient racontés à travers les dialogues ou la narration sans qu'on le vive. Je comprends que ça aurait été long si elle avait commencé à tout détailler, c'est juste que parfois j'avais l'impression que c'était une liste d'épicerie d'événements à inclure dans l'histoire. L'auteur a réussi à me faire ressentir des émotions.
la rage surtout. Parce qu'elle touchait deux choses qui viennent me chercher, la politique et les infidélités. Et pire que les infidélités, c'était l'injustice que subissait Hortense, qui était prisonnière, impuissante et subissait le mépris de cet homme, n'ayons pas peur des mots, qui était un hostie de trou de cul. Et en plus, puisque c'était un roman historique, je pouvais pas espérer avoir une vengeance. La lecture m'a permis d'approfondir mes connaissances de mes cours d'histoire, qui sont très loin, donc l'objectif premier de ce que je m'attends d'un roman historique a été atteint. J'ai l'intention de lire d'autres livres du même auteur, sauf que je vais peut-être prendre une petite pause pour désenrager et prendre des lectures légères. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.